Donc on va essayer d'être un peu plus exhaustif que ça. Alors avec moi aujourd'hui j'ai Caroline Fiat qui est notre députée et qui est aide-soignante de métier, qui est retournée d'ailleurs, elle nous en parlera pendant la crise sanitaire à l'hôpital. J'ai avec moi également Sabrina Ali Benali qui est médecin, qui est autrice du livre La révolte d'une interne, qui est connue pour ses coups de gueule sur le système de santé et son démantèlement. Et j'ai aussi Arnaud Bontemps, qui est haut fonctionnaire et qui est notamment le créateur, porte-parole du collectif Nos Services Publics, et qui va un peu nous décrypter un peu les politiques qui ont été mises en place dans les dernières décennies et qui nous ont conduit à la situation sanitaire qu'on connaît, c'est-à-dire une pandémie avec un système qui est largement devenu défaillant. Alors effectivement, bravo. Donc on a vu qu'on avait, on avait dans le passé un système de santé qui était extrêmement performant, qui reposait sur plusieurs piliers. D'abord un système social solidaire qui est la sécurité sociale, qui est un héritage de l'après-guerre et du Conseil national de la résistance et qui nous a permis de construire un système très fort où chacun est soigné en fonction de ses besoins et chacun paye en fonction de ses moyens. Et à côté de ça, on avait les deux autres jambes de ce système, qui était un hôpital, notamment qui a été construit autour des CHU, mais pas que, puisqu'il y avait quand même un maillage du territoire français assez important au niveau hospitalier à la sortie après la guerre. On a monté un système hospitalier qui était très fort. Et on avait un réseau de soins primaires très dense également, avec une forte démographie médicale qui a largement été mise à mal par notamment la politique de limitation de la formation des médecins via le numerus clausus, et dont on paye aujourd'hui le prix. On a vu que pendant cette pandémie, ce système de santé s'était retrouvé extrêmement vite saturé. Saturé tant au niveau des réseaux de soins primaires que de l'hôpital public. Ça a des causes qui sont profondément politiques. Alors ce serait un petit peu long de faire tout l'historique des politiques publiques qui ont été menées et qui ont conduit à ce démantèlement, mais on peut au moins fixer un événement majeur dans le changement de paradigme qui est la création de l'ONDAM, qui a été pensé en 95 et mis en pratique en 97, et en fait qui marque le début d'une ère un peu nouvelle dans la santé, où on était dans un système où on commençait par soigner les personnes et ensuite le politique allait chercher les recettes pour combler les dépenses qui avaient été effectuées. Et on est rentré avec cet ONDAM, donc c'est l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, dans un système où la contrainte budgétaire devient la priorité absolue. Et elle est évaluée de manière très court-termiste puisqu'elle fixe une loi de sécurité sociale, la PLFSS, projet de loi de la sécurité sociale, et puis la LFSS, financement de la sécurité sociale, pardon, je m'y perds, qui sont réévaluées chaque année, et où en fait du coup on a cette contrainte budgétaire qui est là, qui est présente et qui est comme une chape de plomb sur le système de santé, avec en plus une espèce de quelque chose qui est un petit peu vicieux de la part des libéraux qui ont mis en place ce système, puisque l'ONDAM, chaque année, augmente. Il augmente, on augmente, donc chaque année, on nous dit « mais oui, mais on a mis plus d'argent dans l'hôpital public, on a mis plus d'argent dans le système de santé », sauf que en réalité, pour des raisons conjoncturelles, notamment le vieillissement de la population et puis pour plein d'autres raisons, on sait qu'on a 4% de soins en plus à faire par an. Donc ça veut dire 4% d'activité supplémentaire à tous les niveaux, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Et cet ONDAM, il augmente chaque année entre 2 et 2,5% seulement. Donc le 1,5 à 2% qui manque, en fait, c'est des milliards, c'est des dizaines de milliards qui manquent au système de santé pour arriver à faire tous les soins qu'on lui demande. Donc chaque année, en fait, on creuse un écart où on demande à faire plus de soins au personnel de santé avec des moyens toujours plus limités. À côté de ça, on a tout un système de démantèlement de l'hôpital public qui s'est vu. La saturation, par exemple, des hôpitaux, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est programmé. C'est-à-dire que l'hôpital, il fonctionne à flux tendu.
vous n'avez pas plus de lits ouverts qu'il y a de patients. Et en général, quand on a fermé des lits parce qu'il y a un peu moins d'activité à un moment, on a un peu plus de mal à les rouvrir qu'à les fermer. Donc on se retrouve tout le temps avec un système saturé et on n'a pas eu besoin du Covid pour le remarquer puisque chaque année, la grippe sature le système hospitalier français. Chaque année, vous avez les reportages à la télé où on montre les patients qui s'entassent dans les couloirs, la catastrophe puisque tous les lits de réanimation sont pris, etc. Et finalement, le Covid n'est venu que rajouter une couche de plus à ça. Où là, effectivement, la grande... enfin, c'est pas une nouveauté, mais l'ampleur du phénomène a été beaucoup plus grande. C'est les déprogrammations qu'on a dû faire sur les soins, en fait. Puisque, du coup, les lits de Covid prenaient la place de tout le monde. Et le gouvernement, quand ils annonçaient des ouvertures de lits, en réalité, ils n'ouvraient pas des lits. Ils transformaient des lits d'hospitalisation conventionnels et ils fermaient les activités de chirurgie parce que ça pouvait engendrer des réanimations. Et donc ils fermaient des activités pour pouvoir transformer ces lits-là en lits de réanimation. Donc il n'y a pas eu d'ouverture de lits. Et même pire que ça, on a eu tout au long de la pandémie une poursuite de la fermeture des services et des lits, y compris de réanimation. Je crois qu'il y en a eu 800 qui ont été fermés en Île-de-France, rien qu'en Île-de-France. C'est le Canard enchaîné qui a fait cette révélation. Voilà, donc on a une politique qui est complètement idéologique, où on est en train de petit à petit tuer l'activité de l'hôpital public et la transformer en un mirage du tout ambulatoire avec de l'hôtellerie à côté, du tout numérique qui a été grandement accéléré avec le Covid, avec toutes ces téléconsultations et ces travers, puisqu'on a un problème de protection des données. Voilà, donc on a des politiques publiques qui sont menées et qui nous ont conduit à ça. Donc pour enchaîner un peu là-dessus et nous parler des inégalités en santé et de la sécurité sociale qui a été mise à mal, je vais passer le micro à Arnaud qui va vous en dire un mot. Merci Karim pour la présentation. C'est intéressant d'entendre raconter l'histoire de la bureaucratie et du libéralisme dans le système de santé. C'est un peu mon quotidien, c'est là d'où je viens. Et puis c'est mon travail, j'ai travaillé à la Cour des comptes, à l'assurance maladie, donc c'est des administrations qui sont faites pour serrer les boulons. Mais c'est pas exactement de ça dont je voudrais parler aujourd'hui, plus de parler de la santé, parce qu'en fait, depuis mars 2020 en particulier, mais y compris depuis quelques mois, y compris avant avec les mouvements hospitaliers, on parle beaucoup de santé, dans le débat public, mais je pense que paradoxalement, on n'en a jamais aussi mal parlé. On en parle parce qu'on en parle sous l'angle de l'hôpital, sous l'angle des moyens qui manquent à l'hôpital, sous l'angle de la gestion de l'urgence, et sous un angle finalement très dépolitisé. Alors que je pense que la santé, c'est absolument le contraire. C'est pas que l'hôpital, c'est pas que l'urgence, c'est pas que les moyens, même s'il y a un vrai souci de moyens, et c'est fondamentalement politique. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais concentrer ce début d'intervention. Par d'abord rappeler ce que c'est que la santé. C'est con, mais je pense qu'il faut commencer de là, et y compris que notre conception politique de la santé doit commencer par se rappeler ce que c'est. C'est pas juste ne pas être malade. Et c'est encore moins juste être bien soigné quand on est malade. Ça, ce serait une conception très minimaliste, mais avant, on peut aussi se dire que c'est ne pas être malade. Et c'est déjà une conception un tout petit peu plus ambitieuse. Et puis en plus, on se dit, plutôt que juste pas aller mal, on pourrait aller bien. Et c'est encore une conception un peu plus ambitieuse de la santé. Et je pense qu'il faut commencer là-dessus parce que dès lors qu'on parle de ça, on se dit, bon, ok, alors comment est-ce qu'on va ? Quelle est notre santé en France ? Comment on va ? L'espérance de vie, depuis pas mal d'années, qui est un des indicateurs, augmente plus lentement ces dernières années. C'est du fait d'un certain nombre de facteurs sur lesquels je reviendrai. Et c'est une première difficulté, est confronté à d'immenses disparités, assez largement documentées, entre les catégories sociales. Entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, chez les hommes, il y a 12 ans d'écart d'espérance de vie. Chez les femmes, il y a 8 ans d'écart d'espérance de vie. C'est une décennie de plus qu'on donne de fait aux plus riches par rapport aux plus pauvres. C'est énorme.
Deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les morbidités, c'est-à-dire est-ce que les gens sont malades ou pas. Et là aussi, il y a énormément de disparités avec une explosion des ce qu'on appelle les maladies chroniques, les maladies en gros on ne guérit pas, ou on guérit qui durent longtemps, qui sont les premiers facteurs de mortalité. On meurt d'abord en France du cancer et des maladies cardiovasculaires, et les deux, c'est la moitié des décès. Donc ça pose un petit peu quelques grands éléments du paysage. Une fois dit ça, je pense que je voudrais revenir un petit peu sur pourquoi est-ce qu'on est malade, quels sont les enjeux de la santé. Les enjeux de la santé ou d'aller bien, c'est d'avoir accès au système de soins. Certes, d'avoir accès au système de soins quand on est très très malade à l'hôpital, quand on est un petit peu moins malade, à un médecin en ville ou à des soignants quels qu'ils soient, selon les maladies, ailleurs qu'à l'hôpital. Premier élément. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin et se dire ne pas être malade, c'est essayer d'influer sur ce qu'on appelle les comportements en santé. Les comportements en santé, c'est manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, machin. On en entend parler. C'est une manière intéressante de parler de la santé, quoique c'est aussi très responsabilisante. C'est si vous vous prenez en main, vous pourrez être en bonne santé. Il suffit de faire un effort. Certes, je pense que les messages sont importants à passer, mais politiquement, c'est clairement pas suffisant. Et par ailleurs, si on ne prend que les comportements en santé, il n'explique que 30% de globalement des maladies et des écarts de morbidité qu'on peut avoir dans la population. Il reste tout le reste. Et c'est sur ce tout le reste que je voudrais insister un petit peu, ce qu'on appelle les déterminants de santé socio-économiques. Et ces déterminants socio-économiques, ils sont de plusieurs natures. Ça peut être la richesse, ça peut être l'éducation, ça peut être les expositions aux produits chimiques, aux travaux physiques difficiles, au travail de nuit. C'est aussi le stress dans l'enfance, les violences, la vie, etc. Bref, c'est un ensemble de facteurs qui sont très souvent invisibilisés, dont on se dit rarement que en fait, c'est la santé. On ne se dit pas l'éducation, c'est la santé. On dit le travail, c'est la santé, mais c'est rarement ça que ça veut dire. Schématiquement, il y a deux grandes catégories de déterminants socio-économiques de la santé. Il y a ceux qu'on pourrait appeler exogènes. Il y a des molécules extérieures et elles rentrent dans votre corps parce que vous les fumez, parce que vous les mangez, parce que vous les respirez, parce que vous travaillez avec. Ça, c'est toute une partie une première partie de déterminants socio-économiques assez importants et je pense, y compris politiquement, qui ont beaucoup de sens parce qu'ils font directement le lien avec notre environnement, avec la qualité de l'air, avec la qualité de nos déplacements, avec les transports, avec ce qu'on mange, notre alimentation. On le dit assez rarement, en tout cas on le dit de plus en plus, mais je pense que c'est majeur, l'environnement et la qualité de cet environnement est un indicateur direct de notre santé. La deuxième grande catégorie de facteurs, encore plus invisibilisés, c'est ceux qu'on appelle endogènes. C'est ceux qui sont construits, votre corps réagit tout seul à des perturbations extérieures sans qu'il y ait des molécules qui rentrent. C'est le stress, l'adversité dans l'enfance, etc. etc. Et je voudrais juste insister un tout petit peu là-dessus, parce que on a l'impression que c'est pas matériel, pardon pour le vent, et que tout ce stress-là, c'est pas une vraie... Bref, ce serait le surplus, c'est la santé mentale, c'est facile, ça n'est pas un vrai... c'est de la santé pour les riches. En réalité, c'est tout l'inverse et c'est extrêmement physique. L'expérience sociale qu'on vit, notamment quand on est jeune, elle rentre sous notre peau, elle rentre dans notre corps et elle abîme notre corps. Et il y a beaucoup d'études, j'en dirai un tout petit mot tout à l'heure, mais qui montrent que ça abîme, notamment ce qu'on vit dans l'enfance, abîme notre développement physiologique. C'est des différences qui sont systématiques entre les milieux sociaux et qui conduisent à des différences systématiques. C'est stable. On abîme durablement notre corps sur le long terme. On abîme notre santé, notre bien-être, notre capacité à apprendre des choses. Et on incorpore ces stress de la vie très précocement dès notre enfance. Ça conduit à une augmentation. Un exemple. Je vais lâcher un gros mot, pardon, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'épigénétique. Il y a des travaux de l'INSERM extrêmement
notamment, mais d'énormément de chercheurs très intéressants là-dessus. L'épigénétique, c'est quoi? C'est l'influence de notre environnement sur comment nos gènes fonctionnent. Et ça conditionne notamment deux choses. La première chose, c'est le développement de l'embryon jeunesse, donc comment est-ce qu'on se développe quand on est petit ou quand on a un enfant. Et la deuxième chose, c'est la cancérogénèse, donc c'est le développement des cancers. Cette épigénétique, je passe sur les mécanismes, peut-être que mes collègues soignantes et soignants pourront beaucoup mieux en parler, mais conduisent à des choses très violentes. C'est-à-dire que l'adversité dans l'enfance, certes, influence, pour prendre juste cet exemple-là, notre statut socio-économique ensuite, et donc notre santé. Certes, influence nos comportements, des comportements plus ou moins à risque en termes de dépendance, etc., et donc notre santé, mais viennent aussi casser directement notre corps, notre santé, par le développement par l'expression de nos gènes et le développement de notre corps, qui conduit à plus d'échecs scolaires et plus de criminalité entre 10 et 20 ans, qui conduisent à plus d'obésité et plus de facteurs de dépression entre 20 et 40 ans, qui conduisent à plus de maladies cardiovasculaires, plus de diabète entre 40 et 60 ans, etc., etc., etc. Et en fait, je fais ce long détour volontairement parce que on passe souvent ces critères sous silence. Et on a l'impression que parler de l'éducation comme un facteur de santé, de l'environnement comme un facteur de santé, ce serait du surplus, c'est pour montrer, c'est un marqueur de gauche, c'est facile, c'est pour faire bien dans un meeting de la France Insoumise, etc. En réalité, c'est des déterminants extrêmement violents, extrêmement précoces de la santé et de la santé de l'ensemble de la population et notamment des plus pauvres. Ça influence beaucoup des maladies chroniques. C'est réversible, c'est-à-dire ça nous influence sur le long terme, mais on peut agir. Et ça doit nous encourager à agir probablement. Et plus on agit tôt, plus c'est efficace. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce long développement politiquement? C'est que la santé, c'est un élément de toutes les politiques. C'est pas que le ministère de la Santé, c'est pas que l'hôpital, c'est l'école, c'est les transports, c'est l'éducation, bref, l'enseignement supérieur, c'est l'alimentation, etc., etc. Et encore une fois, ça n'est pas qu'un surplus d'âme que de le dire, c'est probablement même la base d'une politique de santé cohérente et consistante. Deuxième élément, peut-être, que je voudrais dire, au-delà de la santé, le soin ou l'hôpital, enfin bref, c'est pour aller plus loin là-dessus, c'est que on a souvent tendance à confondre l'hôpital et la santé. En fait, je vous le montre, la santé, il y a plein de choses. La santé, ça n'est pas le soin, ça n'est pas que soigner les gens. Le soin, ça n'est pas que soigner les gens à l'hôpital. Et soigner les gens, même à l'hôpital, ça n'est pas que les médecins. Et réduire la santé aux médecins comme on le fait trop souvent, c'est probablement oublier encore plus facilement tous les marqueurs sociaux, toutes les autres professions qui interviennent sur la santé, les enseignants, les transporteurs, et je pense que c'est encore une fois quelque chose de très important dans notre compréhension du sujet. J'insiste et je termine là-dessus pour pas être trop long parce que je parle. Parce que je pense que tout ça doit conduire à une évolution assez profonde de notre système de santé, et y compris dans la conception politique que l'on en a. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais terminer. Je pense que Sabrina notamment parlera des soins primaires et de comment est-ce qu'ils pourraient évoluer. Mais au-delà de travailler entre les différentes professions, je pense que politiquement, c'est important que... Pardon, peut-être que Sabrina n'en parlera pas du tout. Peut-être que ça viendra, peut-être pas. Bref, tu nous diras. Hein. Je ne veux pas... C'est médecin centré. Ok, bon bah... on va pas être copains. Tout ça pour dire que je pense que dans notre conception politique de la santé, il y a vraiment quelque chose à comprendre, et y compris derrière les mouvements sociaux qui sont en jeu. Je le disais en introduction, on n'a jamais parlé autant santé probablement que dans les 2 dernières années. Mais on en parlait comment? Parce que des soignants réclamaient du fric pour l'hôpital public. Et c'est indispensable. On a besoin de ces acteurs sociaux, on a besoin d'argent et on a besoin d'hôpital public. On l'a encore jamais autant vu que ces derniers temps.
mais on voit bien que ce n'est pas suffisant. Et on a quelque chose à inventer, y compris politiquement, pour essayer de faire émerger ces autres sujets, ces sujets sociaux, environnementaux, en amont de l'hôpital, pour faire de la santé un sujet qui n'est pas que de soignants, pas que d'hôpital, pas que de fric, mais de société, de citoyens et de prévention, de conditions de vie, de bien-être dans la vie. Et probablement, là, il y a quelque chose à découvrir, à inventer, des lignes de clivage à construire, sûrement beaucoup plus pertinentes que pour ou contre le pass sanitaire, ou est-ce qu'il faut se faire un peu... Enfin, alors, évidemment, la vaccination est un élément de prévention majeur, mais une ligne de clivage qui serait beaucoup plus fructueuse, qui parlerait d'inégalité sociale de santé que de liberté publique. Voilà ce que je voulais dire. La santé, ça n'est pas que l'hôpital. La santé, c'est politique. Et on a quelque chose à inventer pour décentrer notre regard et investir toutes les dimensions qui font que la santé pourrait devenir le bien-être. Alors du coup, je vais passer la parole à Sabrina qui effectivement va nous parler de son expérience en tant que soignante et de ce qu'elle veut d'ailleurs aussi, du réseau de soins primaires et de tout le reste. Merci, bonjour à tous. Non mais c'était super ton introduction Arnaud. Évidemment il a raison, hein, je déconnais bien sûr en disant que c'était... en disant que ça allait être médecin centré, c'était une petite blague pour rompre avec le phénomène venteux. D'abord, évidemment, je rebondis directement sur l'intervention d'Arnaud avec le fait que même la définition de l'Organisation mondiale de la santé est un état total de bien-être, d'attaque physique, mentale et sociale et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc c'est un concept éminemment politique et qui de fait va donc de pair avec les questions écologiques, les questions environnementales, les questions de politique du travail, les questions démographiques, les questions d'alimentation, etc., évidemment. Et en effet, il y a un modèle à reconstruire avec un regard très... hospitalo-centré et effectivement à l'intérieur duquel on retrouve les mêmes rapports de domination qu'on observe dans la société, c'est-à-dire dans lesquels les médecins exclusivement sont les premiers à prendre parole, y compris dans la défense de l'hôpital public, ce qui a été en soi une véritable prouesse qu'a réalisé le collectif Interurgence avec ses paramédicaux d'un seul coup qui se sont mis en mouvement, même si au départ ça s'est agrégé surtout autour des services d'urgence. Néanmoins, quel bonheur de voir enfin sur la scène médiatico-politique prendre part au sujet des infirmiers et des aides-soignants. Et on n'a plus qu'à monter un complexe encore plus gros pour avoir des brancardiers, des agents, etc. Ça serait le comble du bonheur. Alors, à ce sujet-là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et effectivement, comme on le dit, le politique a donc toute sa place là. Alors, est-ce que ça ne viendrait pas aussi, la question, elle se pose, du fait que ces inégalités, comme celle qu'a décrite Arnaud, d'écart de vie entre les ouvriers et puis les populations socio-économiquement favorisées, elles existent depuis très longtemps. Là, c'est un petit peu la première fois depuis une décennie que, y compris jusqu'à l'hôpital, ça va merder. C'est-à-dire que jusqu'alors, ça merde déjà sur les inégalités de santé. Ça ne roule plus pour savoir s'il y a les mêmes chances de survie entre un ouvrier et un cadre qui travaille à la défense. Sauf que jusqu'alors, quand vous êtes opéré de l'appendicite, les deux, tout se passe bien. Alors que là, depuis 10 ans, maintenant, y compris quand vous allez être opéré de l'appendicite ou avoir une entorse à la cheville, même là, ça va déconner. Et donc, c'est un petit peu là que ça lève le voile sur tout un système qui ne marche plus. Et c'est aussi la première fois que y compris cette classe socio-économiquement favorisée va se retrouver, elle aussi, emmerdée dans ses conditions d'exercice. C'est quand même ça aussi qui est assez nouveau. C'est-à-dire que jusque-là,
Moi, je raconte toujours une anecdote qui est un petit peu drôle, mais quand j'étais plus jeune, étudiante en 4e, 5e année, les chefs de service, quand on leur racontait qu'on allait dans les réunions publiques, ils me disaient « Oh, mais c'est bien, il en faut des jeunes comme toi. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais utopiste. » Et quand on les retrouve 10 ans plus tard en assemblée générale en train de voter la grève du codage, ça fait drôle de voir une assemblée générale d'imperberberie et de Cartabral-Florène qui vote la grève, vous voyez. Donc il y a quand même un endroit, et pour ça je vous conseille très fortement à tous le merveilleux documentaire de Cyril Danvers qui s'appelle L'hôpital à fleur de peau, qui est disponible sur Arte, qui vous explique très très bien, sans jamais faire de pathos, ni même vous orienter comment a eu lieu la destruction de... Alors là, pour le coup, c'est hospitalo-centré, mais il y a quelque chose d'intéressant aussi, où comment on voit que, y compris donc les professeurs de médecine, les chirurgiens, tous ces gens-là qui avant n'avaient pas de sujet, qui étaient assis sur une classe qui faisait partie de la classe dominante, qui a toujours été écoutée, on arrive à ce point-là de craquellement, et en ça on passe un moment dans la politique néolibérale, de destruction du savoir, qui, y compris ces gens-là, qui jusque-là n'avaient pas de sujet, bon, c'est vrai que c'était compliqué à l'hôpital, mais on peut partir en week-end à Saint-Malo, on peut partir l'hiver au ski et les enfants font tous du poney. Je caricature pas du tout, mais vraiment pas. Mais ça reste vivable par rapport à l'infirmière, à l'aide-soignante, etc., qui est au SMIC et qui galère. Et puis là, à un moment, quand même si c'est pas pour les mêmes raisons que nous, le chirurgien à qui vous dites là, ton hernie discale, c'est 35 minutes et il faut que ça tourne, là, à un moment, il est emmerdé. Là, il dit bah non, en fait, moi. Et donc, c'est là où il y a un moment de bascule aussi, et où eux aussi vont prendre conscience de comment la politique néolibérale va aussi les briser eux aussi. Donc ça, politiquement, c'est intéressant, ce moment où, du coup, entre guillemets, la classe bourgeoise va rejoindre le camp de la contestation. Voilà, donc ensuite, effectivement, alors je ne sais pas, peut-être après vous reviendrez vers nous pour les questions que vous voulez balayer. Le deuxième point que je voulais faire en termes de... Ça, c'était l'introduction un peu générale sur comment on en arrive à une contestation diffuse et puis pourquoi c'est probablement hospitalo-centré. Et puis, je termine juste là-dessus sur ce sujet, c'est qu'avant... les médecins, c'était un lobby aussi auquel on disait oui en permanence. Ils demandaient quelque chose, c'était oui. Là, c'est la première fois que les mecs qui sont dans la rue, que vous avez, on a tous vu le docteur Salakas dire à Macron c'est comme Notre-Dame, c'est en train de brûler, et que le mec, il vous regarde, il fait bah je m'en fous, tant pis pour toi. Et ça fait drôle. C'est-à-dire que là, y compris sur nous, sur les médecins, on va leur cracher dessus. Et ça, c'est tout nouveau dans l'histoire récente. Donc ensuite, en termes de santé globale, la destruction, elle est concomitante sur ces dernières décennies de l'hôpital public et de tout ce que va concerner la santé en termes de soins. Évidemment, les destructions, on est tous là, on a plein d'ateliers pour voir ce qu'ont été les destructions au niveau de la politique, du travail, du logement, de la santé, de l'environnement, etc. Mais en termes de soins purs, on tue depuis 3 décennies en même temps la santé à l'école, la santé au travail, avec la disparition de la médecine du travail, qui là aussi a des conséquences à très long terme, la santé en milieu rural, qui va de pair avec une politique territoriale d'hypermétropolisation, où effectivement ensuite on va mettre sur la faute des médecins de dire ils ne veulent pas s'installer là, sauf que de pair vous avez tué tous les hôpitaux de proximité, qu'on a été en même temps avec une médecine qui s'est globalement féminisée, et donc vous avez des jeunes femmes comme moi qui n'ont pas spécialement un goût à l'idée d'avoir une pratique de médecine sacrificielle de 8h le lundi matin à 21h le samedi soir sans avoir de congé maternité, sans pouvoir aller voir ses enfants le mercredi après-midi au foot, à la danse ou je ne sais quoi. Et on n'a pas à imposer un régime sacrificiel sous prétendu qu'on est soignant. Et je crois que la France insoumise, comme d'autres mouvements, si on a une théorie progressiste du droit au bonheur pour tous, elle existe, y compris pour les médecins, les soignants, les infirmières, etc., qui doivent avoir des conditions de vie correctes. Et c'est ainsi que vous avez, dans les milieux ruraux, quand vous avez plus d'hôpital avant 40 minutes, ça va être un premier obstacle. Vous vous dites, bon, le jour où j'ai un mec qui arrive avec un infarct,
S'il me faut 40 minutes et appeler un hélicoptère, vous prenez pas le risque. Ensuite, vous dites grosso modo, si j'ai la grippe, j'ai aucun médecin remplaçant. Donc vous vous absentez 3 jours, c'est mort. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est les raisons pour lesquelles vous n'avez plus personne qui va s'installer aussi en campagne. Donc on voit bien à quel point c'est éminemment politique, comme tu le disais. C'est-à-dire que la santé ne se gère pas seule. On ne saucissonne pas comme ça en tranches politiques les sujets de santé, mais ils vont de pair avec des politiques territoriales, avec des politiques du logement, etc., etc. Et enfin, pour finir, et puis vous nous direz les sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne, pour ce qui est de l'hôpital à proprement dit, avec les luttes récentes, je voulais quand même vous dire un mot des luttes récentes, puisque nos copains du collectif Interurgence ne peuvent pas être là et que j'en fais partie. Force est de constater que la résignation est au goût du jour. Vous n'êtes pas sans savoir que donc, le collectif Interurgence a réussi à mettre quasiment la moitié du pays en grève, 354 services d'urgence qui ont été largement médiatisés. Je crois que vous en avez tous à peu près entendu parler. On a quand même fait tout ce qui était à peu près possible de faire de façon pacifique, je crois. Des clips, on a les copains de Valence ici qui ont fait leur très jolie chanson les infirmières de Valence, on a fait des manifs, on a fait des grèves, on a fait des débrayages, on a fait à peu près tout ce qu'on a pu, y compris pas forcément accepté par tout le monde, mais certains membres qui ont choisi du collectif Interurgence de se faire un chantage au suicide avec des injections d'insuline toutes les 7 minutes devant le ministère de la Santé. Bon, je veux dire, on nous a gentiment regardés et on nous a dit il n'y a rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir. Vous avez aujourd'hui du coup ces collectifs qui sont un peu dynamités par l'éprouvement qu'a été l'épisode Covid, et deux, la dynamite, le fait d'avoir complètement dynamisé le collectif avec cette le collectif avec cette question du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire qui a un petit peu tué, en tout cas mis à mal la cohésion qui avait de ces équipes en divisant sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, avec grosso modo les médailles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des médailles, un petit diplôme, je crois qu'il y a même eu des pins. Pour nous féliciter. Et puis bon, voilà, après avoir passé un an à quémander des masques, se déguiser en sac poubelle pour recevoir un Ségur qui est quelques miettes, grosso modo, on va pas se mentir, c'est quand même assez compliqué de donner de l'espoir en disant bougez-vous, ça va marcher. Donc c'est aussi à nous et aux forces politiques existantes de savoir comment est-ce qu'on peut vraiment reprendre la scène et surtout s'emparer tous collectivement de ce débat-là et de savoir comment on peut instaurer un rapport de force, parce qu'accessoirement le système de santé il est à nous, on paye tous des cotisations pour ça. Et accessoirement, c'est pas nous qui le gouvernons à l'heure actuelle. Et là est à mon avis l'enjeu de cette campagne présidentielle aussi qui arrive, à savoir comment est-ce qu'on mène le rapport de force pour reprendre en main des outils qui sont à nous et que les autorités qui sont normalement à notre service le redeviennent. Voilà. Merci Sabrina. Je vais juste rebondir rapidement avant de te passer la parole, Caroline, sur les luttes sociales en santé, parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses à en dire. On a effectivement eu des luttes assez historiques juste avant la période Covid qui n'ont absolument rien donné, à si ce n'est que les soignants se sont fait gazer. Et il y a eu aussi quand même une forme d'espoir quand on était sur la première vague que les personnes qui applaudissaient le soir à 20h seraient aux côtés des soignants quand il s'agirait de demander plus de moyens. Mais il se trouve qu'on a un pouvoir qui a été assez malin quelque part, puisqu'ils ont organisé ce Ségur qui n'était que la version dans la santé du grand débat, c'est-à-dire on gagne du temps, on met en scène une discussion pour dire qu'on négocie et qu'on va faire quelque chose, et puis pendant ce temps-là, ceux qui manifestent, ce sont les rebelles, etc. Ça n'encourage pas à aller avec eux, puisqu'ils ne sont même pas la patience d'attendre de voir ce que vont donner toutes nos conversations.
Et effectivement, une fois qu'on est au cœur de l'été et qu'on sait que les mouvements sociaux s'arrêtent, eh ben on donne les résultats d'un Ségur, c'est-à-dire des cacahuètes, et on vous dit merci, rentrez chez vous, et on vous attend pour la rentrée pour aller soigner tout le monde. Donc ça, c'est vraiment problématique parce que on a cette forme de lassitude dans le monde de la santé. Et moi, je voudrais vous faire juste un retour d'expérience sur une lutte qu'il y a eu à Marseille aux urgences de la Timone, où c'était la goutte de trop. Et la direction, en fait, a commencé à s'en prendre à la cadre de santé des urgences, qui était trop complaisante de leur point de vue avec les grévistes pendant le mouvement de grève nationale du collectif Interurgence. Et donc, ils ont voulu la mettre au placard. Et là, c'était la goutte de trop. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait, une partie du personnel, parce que ce n'est pas l'ensemble du personnel des urgences qui a fait ça, mais une partie du personnel, eh ben, ils ont fait le plus vieux truc du monde, c'est qu'ils ont pris le contrôle de leur outil de travail. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les claviers, les souris de tous les ordinateurs, et ils ont bloqué les entrées des urgences. Et ils ont dit, voilà, ils m'ont appelé, on a appelé la presse a débarqué. Ben, je peux vous dire que le directeur, il a débarqué dans l'heure qui a suivi. Il a cédé absolument à toutes les demandes parce qu'ils étaient en train de bloquer littéralement les urgences, de bloquer le flux du SAMU, de bloquer l'arrivée des patients. Et ça, c'est quelque chose que le monde de la santé ne fait jamais, parce que quand on est en grève, on a toujours cette forme de professionnalisme et d'envie d'être là pour nos patients, quoi qu'il arrive. Et finalement, c'est à mon avis aussi ça qui est bloquant dans le monde de la santé et dans ces luttes, c'est que de toute façon le pouvoir, c'est qu'on peut faire grève, on peut faire des clips, on peut manifester, à la fin il y aura quand même un service minimum assuré et on ne va pas perturber tant les choses que ça. Et la seule fois où j'ai vu les choses tomber extrêmement vite et où l'ensemble de la hiérarchie a cédé tout de suite, c'est justement quand le personnel a passé ce pas-là, de dire maintenant ça suffit et tant pis pour les patients. Voilà. Et c'est la seule fois où ça s'est vu, et c'est la seule fois où finalement on a eu une action qui est allée jusqu'au bout. Et c'est dommage d'en arriver là, mais la réalité c'est que c'est triste de voir qu'après une crise sanitaire et une première vague, personne n'était dans la rue avec les soignants. Et ça c'est extrêmement triste et il faut le dire. Donc voilà, là je voudrais passer la parole à Caroline, qui va nous parler un peu du PLFSS, de l'action de la France Insoumise et de ce qu'elle veut également. Merci. Donc chaque année est voté le fameux PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Chaque année, on se bat, on hurle en leur expliquant, en essayant de leur... on leur explique, mais on essaye de leur faire comprendre et entendre que derrière chaque ligne budgétaire, ce sont des vies qui sont en jeu. Et même si l'hôpital public et que derrière le mot santé, j'ai bien entendu ce que tu disais, Arnaud, mais quand même ce sont des vies, et ça s'est bien vu pendant la pandémie où moi quand j'y suis retournée, on a eu le cas où le protocole faisait que c'était Covid en priorité, et où en 2020 2 personnes de 50 ans qui arrivaient en même temps, il y avait un infarctus et un Covid. Un infarctus, c'est juste une petite opération, mais un petit stent. Mais il faut quand même une chambre de réad de dispo, hein, parce que sinon on ne fait pas. Et ben on trie. Ça s'appelle du tri. Et là, quand vous êtes aide-soignante et députée à côté, vous avez juste envie de pleurer ou d'appeler Véran et lui dire « Mais viens voir tes conneries, viens voir la fameuse ligne budgétaire que je te disais, il ne fallait pas faire d'économie. » Et bien la voilà. C'est un monsieur de 50 ans, un infarctus en 2020, et ben on ne le soigne pas parce qu'on manque d'un lit. Parce que c'est l'obligation. Pour faire ça, il faut un lit de rad de disponible. Et effectivement, les lits de réanimation n'ont pas été créés, ça a été des lits transformés. Et ça, il faut bien l'entendre, c'est-à-dire que c'est des lits qui ont été pris pour d'autres pathologies qui n'ont pas été soignées, et des lits ferment encore. Là, à Aulnay-sous-Bois, en ce moment... oui, c'est Sous-Bois. Hein. À chaque fois, je me trompe des villes, moi. Il y a des soignants qui sont en burn-out. Donc, ils sont en arrêt. Les soignants des urgences d'Aulnay-sous-Bois sont en arrêt. Comment Olivier Véran gère la crise des soignants en burn-out à Aulnay-sous-Bois? Ah bah, plan blanc.
on ouvre le plan blanc pour régler le problème des soignants qui sont absents. C'est pas le Ségur n'a pas marché, les soignants sont toujours en burn-out, il faut trouver une solution pour sauver notre hôpital et pour sauver les patients qui vont arriver. Je déclenche le plan blanc, pas pour la pandémie, pour faire en sorte de pallier par rapport aux absences de burn-out en plein mois d'août, c'est-à-dire que les pauvres qui n'étaient pas encore en burn-out, qui venaient de partir en vacances, on les rappelle sur leurs vacances pour pallier aux absences de burn-out. Je vous le donne en mille, ça va donner quoi dans 15 jours ? Ceux qu'on a rappelés pendant leurs vacances pour pallier aux absences de burn-out de leurs collègues, dans 15 jours, j'ai envie de penser que le burn-out va pas tarder non plus. C'est assez dès qu'on se fâche. L'hôpital, c'est aussi, et Karim, tu en as parlé, le fameux Ondam. Et ça nous tient à cœur, c'est dans l'avenir en commun que nous ferons disparaître cet Ondam. Et puis comme ça, on gagnera un jour dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour les futurs députés qu'il y a peut-être dans la salle. Une journée en moins à discuter sur l'Ondam, c'est pas mal. Parce que on ne peut pas décider, vous imaginez, c'est ce qu'on fait chaque année quand même, de dire l'année prochaine, nous dépenserons tant d'argent dans les hôpitaux. Et là, cette année, ça a quand même été, pour ceux qui ont suivi, une discussion. Nous, on devenait tous complètement cinglés à leur dire, mais 800 millions d'euros en moins pour les hôpitaux en pleine pandémie. Et là, vous aviez tous les députés En Marche, Véran, Macron partout, quoi qu'il en coûte pour les hôpitaux. Mais 800 millions quand même en moins. Parce que c'est quoi qu'il en coûte, mais on va quand même enlever. S'il faut, on rouvrira des lits. Mais comment ? Vous nous enlevez de l'argent. Comment ? On ne peut pas deviner à l'avance. C'est comme si vous, demain, je vous disais, pour l'année prochaine, en 2022, votre budget, ce sera tant. C'est à peu près ça, généralement, quand même. Mais peu importe les imprévus, ta voiture tombe en panne. Ah non, pas de crédit voiture. Hein. Non, ton budget, ce sera tant. Mais ma voiture est tombée en panne. Tant pis. Prendra le vélo, Loïc Prudhomme sera content, Mathilde Panot aussi, vous serez tous en vélo. Mais on ne peut pas deviner à l'avance nos dépenses et les imprévus et tout ça. Mais non, l'Ondam, c'est ça. C'est faire le fameux numerus clausus qu'Agnès Buzyn a annoncé partout. Nous avons supprimé le numerus clausus. Je vous invite à regarder partout dans vos régions les ouvertures de postes dans les facultés de médecine. Chez moi, 0 en plus. Il n'y a plus de numerus clausus, mais je n'ai pas de place supplémentaire pour les études en médecine. Donc c'est toujours de la communication. Tant qu'on n'aura pas de place supplémentaire pour les études, ça ne fonctionnera pas. Nous, quand elle a annoncé la fin du numerus clausus, je me souviens, ça avait un peu frité en commission, parce que je lui ai dit quand est-ce que vous construisez les amphithéâtres, quand est-ce que vous ouvrez les places pour les professeurs, parce que nous, on a tout prévu dans notre programme. Démagogie comme d'habitude, parce qu'ils ont que ça rembourse, dès qu'on l'ouvre, c'est démagogie. Mais dire on supprime le numerus clausus, c'est bien. Mais enfin, il faut quand même faire mieux. C'est-à-dire prévoir des places dans les amphithéâtres, des places d'enseignants pour enseigner, parce que sinon ça ne marche pas, et accessoirement des places pour recevoir nos externes, nos internes, pour les former sur place, parce que sinon ça va faire des médecins pas formés, c'est pas très pratique. Et enfin, pour finir, dans les hôpitaux, si on pouvait rendre un petit peu de vie et de dignité, c'est-à-dire aller à l'hôpital, il n'y a rien de plus anxiogène. Enfin, il y avait une période quand même où les gens pouvaient travailler ensemble. Et on a créé quoi à l'hôpital ? On a créé des cases. C'est-à-dire qu'il y a très très longtemps, ça s'appelait un travail d'équipe pluridisciplinaire. Et ça a fait du... Je le dis entre guillemets à chaque fois, parce que quand je dis que la crise Covid a fait du bien, tout le monde me regarde toujours bizarre. Mais si la crise Covid a fait du bien, c'est bien là-dessus, c'est-à-dire que lors de la première vague, vu que personne ne savait gérer, il n'y avait pas de sachant. Et donc, il n'y avait pas le professeur machin qui arrivait et qui disait au médecin machin. Parce que là, c'était dès que quelqu'un avait une idée, on l'apprenait, que ce soit l'ASH, l'aide-soignant, l'infirmier, le brancardier, le cuisinier, le technicien, le professeur, l'interne. On est redevenu une équipe. Et en plus, il n'y avait que nous dans les murs et
Là, pour le coup, le quoi qu'il en coûte, c'était bien parce que c'était open bar. Hein. On demandait, on avait. C'est à un moment donné, j'ai dit, il faudrait quand même tenter de... Et on s'est dit, on va commander un IRM, ça se trouve, on va l'avoir. Mais c'était ça, parce que maintenant, c'est les médecins passent dans les services, je sais pas. Essayez, s'il y a des soignants, c'est... avant le tour du médecin, il y avait l'aide-soignant, l'infirmière qui faisait le tour avec le médecin pour dire, bah voilà, tel patient. Maintenant, les médecins font leur tour ensemble. Limite, ils ne parlent même plus avec l'infirmière et l'aide-soignant. Il n'y a plus de transmission parce qu'on n'a plus le temps. Enfin, retransformons notre hôpital. Et pour ça, il faut, je vous le donne en mille, des moyens humains et financiers. Et vous l'avez deviné, c'est ce qu'on réclame depuis 4 ans en tant que député. Donc, une fois au pouvoir, c'est-à-dire l'année prochaine, ça va rouler du feu de Dieu. On va former tout le monde, on va vraiment supprimer le numerus clausus en formant plein de médecins, mais ils sont un peu plus longs que nous à former. Ils sont un peu pénibles, il faut 15 ans. Mais on a d'autres solutions en attendant. Et voilà, et si je repasse à Karim, je crois que j'ai fini. Alors, avant de passer aux questions-réponses, peut-être juste un mot sur effectivement la transformation de l'hôpital qui a subi beaucoup de changements dans les dernières décennies. Et on a effectivement ces équipes qui ne fonctionnent plus de la même manière. Il n'y a plus cette collégialité qu'il pouvait y avoir auparavant. Et en réalité, c'est extrêmement sectionné et ça a été pensé. C'est-à-dire que même sur les poules, par exemple, infirmiers ou aides-soignants, avant, vous gardiez, en fait, vous étiez au sein d'un service et il y avait une formation d'une équipe comme ça qui restait. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. La durée moyenne en fait d'une infirmière dans un service, ça va être 6 mois à 1 an. Et on change comme ça les gens tout le temps. On les change de service, donc on les change d'équipe en permanence. Ça permet à la hiérarchie, à la direction, de ne pas avoir de collectif qui se crée. C'est extrêmement difficile de se défendre quand on se sent seul. Et ça, c'est vraiment une raison managériale qui est théorisée, qui est mise en pratique. Donc ça, c'est une des premières transformations de l'hôpital, à mon sens, sur lequel il va falloir revenir. Et après, il y a eu d'autres transformations, notamment la création des pôles, où avant, on avait des entités, c'était les services. C'était ça, la cellule de l'hôpital. Et on en a fait, en fait, des énormes pôles où vous vous retrouvez. Alors nous, à Marseille, on a l'urgence et les urgences et le SAMU qui est géré par un gérontologue. Voilà, donc lui, son métier, c'est de s'occuper des personnes âgées. C'est pas les urgences, c'est pas le SAMU, mais c'est lui qui s'occupe maintenant de ces services. Donc on a comme ça des pôles qui ont favorisé en fait une espèce de verticalisation du pouvoir, parce que c'est vrai qu'on a vu avec notamment la réforme de Sarkozy qui disait on veut un patron dans l'hôpital, donc on a vu des directions administratives qui sont devenues extrêmement puissantes, on a vu des pontes de médecine qui ont perdu un peu de leur influence, et finalement on retrouve via ces pôles une autre verticalisation qui est en train de se faire et qui permet de saucissonner comme ça l'hôpital. Donc ça aussi, il va falloir le remettre en question. Et la dernière chose qu'il va falloir remettre en question, c'est les GHT. C'est-à-dire que pour fermer les petites structures, les hôpitaux de proximité qui maillaient le territoire, ils ont créé une entité qu'on appelle les groupements hospitaliers de territoire. En gros, ça veut dire quoi ? On ferme les petites structures et on met tout dans les gros hôpitaux, on fait des centres géants. Et par expérience, je peux vous garantir que plus votre centre il est grand, plus il y a d'étages et plus il y a d'endroits où ça va coincer. Donc vous avez des machines qui sont énormes, mais en termes de structure hospitalière, mais qui ne sont pas forcément efficaces. Moi, pour la petite anecdote, je travaillais à un moment dans un bâtiment à la Timone. Et puis comme ça fonctionnait pas avec les brancardiers parce qu'il y avait un mouvement à ce moment-là c'était pas de la grève, c'était beaucoup de départs en maladie. J'avais mon patient qui était dans un bâtiment et il fallait que je l'amène dans un autre bâtiment, personne pour l'emmener, donc il faut le transporter en véhicule normalement avec une voiture, une petite ambulance qui est dans l'hôpital. Il a fallu que je le pousse avec son brancard dans la rue. Voilà. On en était là parce que la structure hospitalière ne fonctionnait pas et qu'il avait besoin de son examen, il avait besoin de son endoscopie. Ça faisait 2 semaines que c'était programmé et que l'équipe, elle avait attendu toute la journée et que le chef du service m'appelle et me dit moi je l'attends ton malade, donc je retiens mon équipe, donc tu te démerdes, tu me l'amènes. Voilà. Et on en est là. Parce qu'à force de créer des structures énormes, ça coince à tous les étages et dès qu'il y a un maillon qui lâche, c'est toute la chaîne en fait qui rompt.
Donc on a un vrai problème là-dessus. Il va falloir remailler le territoire en hôpitaux de proximité. Et nous, à la France Insoumise, on pense qu'au-delà de ça, il va falloir aussi créer un pont qui n'existe quasiment plus, à part par le biais des urgences, entre le réseau de soins primaires, la médecine de ville et l'hôpital. Et notamment, on pense qu'une des solutions pour ça, ça va être d'adosser ou de mettre en relation des centres de santé pluridisciplinaires qui seront financés publiquement avec des hôpitaux de proximité pour remailler l'ensemble de ce territoire et faire en sorte qu'il y ait une collégialité qui se crée entre le réseau de soins primaires et les spécialistes de l'hôpital et qu'ils puissent travailler ensemble dans des structures communes. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire en conclusion. Ça fait partie des piliers qu'on va développer et après on peut prendre des questions. Je vois que monsieur a une question. Alors je vais juste vous demander de venir vous lever et de prendre le micro pour la poser parce que sinon on ne va pas s'entendre. Oui, bonjour. Bon, j'ai pris la parole très vite parce que j'ai un rendez-vous dans une demi-heure. Bon, j'ai un petit problème de corde vocale. Bon, en fait, dans le cadre du réseau environnement santé, j'ai fait des études statistiques sur l'évolution des maladies chroniques. Et en s'intéressant toujours à population constante et en faisant des études par tranche d'âge, en 25 ans, toutes ces maladies chroniques ont doublé. Cancer, obésité, etc., etc. Ce qui signifie que si on n'avait pas eu cette explosion des maladies chroniques, aujourd'hui, il n'y aurait aucun problème à l'hôpital. En fait, le problème de l'hôpital, c'est surtout qu'il y a trop de malades. Et pourquoi être malade ? Parce que les soins, ça paye. Ça paye l'industrie. Et on vient de le voir avec le Covid. Imaginons que demain, tout le monde soit en bonne santé. Que se passe-t-il ? Le système de santé s'effondre. Donc il leur faut des malades. Et en fait, je dirais que le crime paye. Parce que cette explosion des maladies chroniques a pour cause essentiellement les pollutions, les pesticides, etc., etc. Qui produit ces produits polluants ? Le grand capital qui en tire les bénéfices et qui ensuite investit dans les soins. Et c'est là où je dis que le crime paye. Donc, ce qui manque dans notre système, c'est la recherche de la cause des maladies. Le cancer dont on guérit le mieux est celui qu'on n'attrape pas. C'est pas celui qu'on a et qu'on guérit. Actuellement, je ne sais pas si vous avez vu les affiches de Luc Ferry. Vaincre le cancer. Il y a une énorme ambiguïté. Pour Luc Ferry, vaincre le cancer, c'est quoi ? C'est guérir le cancéreux. Oui, parce que ça rapporte des coûts faramineux pour guérir certains cancers, ou faire de la prévention pour que plus personne, ou beaucoup moins, bien sûr, n'attrape de cancer. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est favoriser la prévention. Or ça, il n'y a quasiment aucun crédit de prévention. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que la prévention est dans les crédits ? Elle est massacrée, bien sûr. Oui, bon, c'est tout, j'arrête. J'arrête. Oui, moi je voudrais juste souligner deux... Ah merde, excusez-moi, voilà. Merde, c'est con ça. C'est voilà, comme ça vous aurez constaté que je suis très petite. Non, c'était juste, il y a deux choses que je voulais rajouter au débat. La première, c'est que tu as parlé de lassitude. Moi, je parlerais de souffrance. Parce que c'est très difficile quand tu es applaudi tous les soirs à 20h. Tu es content, hein, tu vas travailler dans ton service Covid. Bon, ça paye pas ton loyer, hein, mais bon, tu es content. Tu dis, ouais, quand on va sortir de là, on va être plus fort. Et puis en fait, non, quand on sort de là, on s'est juste fait enfler bien comme il faut. Surtout quand on s'est fait gazer bien comme il faut, massacrer devant les invalides, ça fait toujours plaisir.
Enfin bon, comme on s'était déjà fait défoncer pendant les gilets jaunes et d'autres trucs, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas l'habitude. À force, on prend l'habitude, mais certains soignants n'en avaient pas l'habitude. Habituellement, lors des manifs, ils sont très loin, les flics, et on les voit pas. Et là, ils étaient déjà là, prêts à nous taper dessus. Et donc oui, je voudrais juste parler de souffrance, parce qu'effectivement, c'était super pendant le Covid, en fait, parce qu'on nous a tout donné, tout, des infirmiers supplémentaires, du matériel, j'avais des kits pour laver la bouche des patients, incroyables. Mais là, en fait, après, non seulement on n'a plus rien, mais le truc dont on a fait le constat quand on est arrivé en septembre 2020, c'est qu'avant, on se battait pour faire des trucs avec les patients, pour les sortir de l'hôpital, pour faire des trucs comme ça, pour créer des réseaux, des machins comme ça. Maintenant, on se bat pour avoir un stylo. On se bat pour avoir un stylo. Donc voilà, je parlerai plus d'une grosse souffrance et du fait que je crois qu'il y a beaucoup d'usagers de l'hôpital qui ne se rendent pas compte en fait de ce qu'on vit et de ce qu'on devient maltraitant ensuite avec eux. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps de s'occuper d'eux, on n'a pas le matériel pour s'occuper d'eux, et il n'y a pas le personnel pour s'occuper d'eux. Donc voilà. Et donc la deuxième chose que je voulais spécifier, donc tu n'as pas forcément parlé, mais il y a un truc sur lequel il va vraiment falloir reprendre le contrôle, si c'est nous qui arrivons au pouvoir en 2022, c'est qu'il y a des hôpitaux où il y a plus de 500 entreprises privées qui interviennent à tous les étages des hôpitaux. Que ce soit pour prendre soin des IRM, parce qu'eux aussi ils ont besoin de soins, pour laver le linge, pour faire la cuisine, et surtout faire la cuisine. Je veux dire, mais les patients ont besoin de textures différentes. Moi, il y a besoin de tout un tas de trucs pour faire à bouffer, et les services ne sont pas capables de le faire. Les services privés ne sont pas foutus de le faire, ou alors ils te le font payer très cher, et l'hôpital ne paye pas, donc tu l'as pas. Donc voilà, c'est des choses toutes cons, mais sur lesquelles il faudra vraiment reprendre la main. Bon, je sais bien qu'il y a la question de la pharmacie aussi là-dessus, mais il y a un gros truc, je sais pas, par exemple sur les soins des cancers, où les gens ils payent des sommes astronomiques pour prendre soin d'eux. Et ça, c'est des choses auxquelles les pauvres n'ont pas accès non plus, et sur lesquelles il faudra, je sais pas, reprendre le monopole public, réglementer, tailler un short aux entreprises qui font payer trop cher des soins qui pourraient faire payer moins cher. Enfin, voilà, des choses comme ça. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Moi, je vais un peu rebondir aussi sur l'histoire du privé. Je me demandais si vous avez les chiffres, plus ou moins, de l'intrusion du privé dans le public. Par exemple, ces cliniques privées qui sont à l'intérieur des hôpitaux, est-ce que vous savez combien il y en a et si ça progresse ou pas, cette histoire-là? Voilà, c'est une question. Attention, tu marches dessus. Oui. Bonjour. Moi, je voudrais parler de la médecine libérale. Est-ce que pourquoi, en fait, on ne salarierait pas tous les médecins et puis on les mettrait dans des maisons de soins où justement ah oui, où ils pourraient justement pratiquer leur art qui est juste de soigner les gens et pas s'occuper du reste. Et puis comme ça, les médecins ils sont plutôt contents. La Cour des comptes aussi, elle pourra être plus contente parce qu'elles feront plus de ça payera moins cher. Et donc aussi régler un peu les problèmes des déserts médicaux avec plus de médecins qui seront présents en mettant fin à la médecine libérale. Juste 30 secondes. Moi, je voulais juste déjà vous remercier pour votre intervention, et je pense qu'au-delà aussi du soin, il faut aussi parler de tous les personnels paramédicaux qui ne sont pas du tout reconnus par la sécurité sociale et qui sont essentiels. Je pense aux psychologues, je pense aux diététiciens nutritionnistes qui en plus, ils en chient pour la reconnaissance de leur métier. Et quand tu parlais justement d'alimentation en hôpital, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'avoir des alimentations de qualité où on rogne non seulement, déjà on rogne sur les salaires des soignants, mais on rogne encore plus sur les plats Sodexo, Elior, etc. On a énormément de compagnies de restauration collective qui produisent des plats qui sont infâmes et qui ne sont absolument pas formés, puisque ce ne sont pas leur métier de faire de l'alimentation thérapeutique. Et aussi parce que il y a plein de choses qui se chevauchent, et il serait tellement grand temps, là où justement toutes les populations les plus précaires souffrent des maladies chroniques, obésité, diabète, on va refaire le tableau, qui ont le plus besoin justement de ces personnels paramédicaux, n'y ont absolument pas accès parce qu'ils ne sont pas remboursés par la Sécu et ni par la plupart des mutuelles. Voilà.
Ouais. D'accord. Bonjour. Moi, je suis du 93. Je habite Aulnay-sous-Bois et donc je connais très très bien la situation de l'hôpital parce que je fais partie d'un comité de défense des usagers qu'on a créé il y a quelques années et qu'on essaye de relancer. En plus, j'ai été au comité de défense de Jean Verdier pour la fermeture des services de l'hôpital. Donc, nous sommes dans un département où la médecine générale est de moins en moins, présente, vu que les médecins partent à la retraite et ne sont pas remplacés. Donc, les gens, surtout des quartiers les plus pauvres, vont à l'hôpital pour se faire soigner. Donc, on se retrouve avec des engorgements à l'hôpital dus à des bobos, des maladies, parce que les gens n'ont pas de médecin traitant. Voilà, et ça, c'est très important, c'est-à-dire que les hôpitaux pallient à l'absence de médecins généralistes dans nos villes. Et on est surtout dans les quartiers nord d'Aulnay-sous-Bois et de Bondy dans une situation catastrophique sanitaire. Alors, c'est ça que je voulais dire. Et en plus, je voulais savoir qu'est-ce que vous allez faire ou modifier au sujet de l'ARS. Ça, j'aimerais bien savoir ce que le programme prévoit là-dessus. Merci. Moi, je voulais juste répondre donc d'abord par là sur les questions de privatisation, tout ça. Alors, je laisse les hauts fonctionnaires nous parler des chiffres. Moi, je vais rester dans le concret, mais il ne faut pas non plus nous tromper. À mon sens, la défense du soin de l'hôpital et de manière globale du système de santé ne passe pas non plus par lâcher les vannes, donnez-nous de l'argent. Il faut rompre avec... on a instauré dans les milieux de santé, comme dans celui du travail partout, des logiques, les logiques tayloristes. Je veux dire, il faut bien intégrer que maintenant, en médecine générale, un médecin, il touche aussi, s'il remplit ses indicateurs de ROSP, d'objectifs de santé publique. Selon combien vous donnez d'arrêt de travail, on va venir vous tirer les oreilles ou non. Selon vous prescrivez combien de génériques, on vous tire les oreilles ou non. À chaque fois que vous rentrez à l'hôpital, si monsieur là il fait une fracture du col du fémur, on lui appose il fait partie d'un GHM, d'un groupe homogène de malades pour lequel on a calculé une DMS, une durée moyenne de séjour. Et s'il les dépasse, un service, il perd de l'argent. Et s'il l'augmente, si on diminue, le service ramène de l'argent. Il y a la tarification à l'acte qui fait que donc un service en entier est payé selon les actes qu'il fait. Ce qui veut dire par ailleurs qu'à chaque fois que je vais vous examiner et vous rassurer une demi-heure, ça, c'est pas un acte. Il faut bien avoir à l'esprit aussi la transformation de l'idée du soin quand on veut parler du système de santé. Donc là aussi, il y a un vrai rempart à faire pour contrer tout le néo-management et la politique néolibérale qu'on a appliquée, y compris au domaine du soin, comme à celui de de l'humanité en entier. Donc on ne peut pas combattre en disant juste « ouvrez, donnez-nous de l'argent, donnez-nous des personnels ». On n'a pas besoin de gens en plus pour coder. Aujourd'hui, on passe plus de temps derrière nos écrans d'ordi qu'à s'occuper des malades. Parce qu'en plus, plus vous réduisez, plus il vous faut de protection, entre guillemets, médico-légale. Parce que quand vous avez plus qu'une aide-soignante la nuit, effectivement, vous devez bien marquer que vous avez mis les barrières du lit. Comme ça, s'il y en a un qui tombe et que le service est attaqué, vous pouvez dire, ouais, il y avait les barrières du lit. Il n'y a pas une infirmière pour le surveiller ou une aide-soignante pour l'accompagner aux toilettes. S'il escalade, c'est son souci. Donc vraiment, là-dessus, je vous invite à lire le très bon ouvrage Hôpital en réanimation, qui est un petit peu vieux, mais malheureusement terriblement d'actualité. Toujours avec Pierru notamment et tout un nombre de médecins, chercheurs, sociologues, économistes qui vous décrit ça très très bien. Donc vraiment,
bataillons aussi et prenons part à cette bataille idéologique. Qu'est-ce que c'est le soin ? Qu'est-ce que c'est parler ? Qu'est-ce que c'est remettre l'humain, comme tu le disais tout à l'heure ? Avant, on accompagnait les gens. Moi, je suis allée visiter il n'y a pas très longtemps le château de Chenonceau. Vous voyez les bonnes sœurs qui prennent soin de leurs patients et qui les mettent à l'ombre et qui leur racontent des histoires à l'ombre d'un cerisier. Enfin, un truc délirant, quoi. Ça me paraissait ouf, avoir le temps de sortir un malade dehors, ça maintenant. Donc voilà, rétablissons aussi ce que ça veut dire. C'est quoi le soin ? Voilà, c'est pas l'acte technique. Et aussi réapproprions-nous ces mots-là du soin et battons-nous, parce que la réforme de ce qu'on veut contre les partenariats justement public-privé, parce que la privatisation, elle naît aussi de ça, d'être toujours plus productif et donc de diviser aussi, parce que ce qui est là, c'est pas fournir le meilleur soin, c'est fournir le plus de productivité, de rentabilité. Nous, on le voit très bien. Je vous prends l'exemple de l'Hôtel Dieu et de l'hôpital Cochin. Aujourd'hui, vous avez le labo dans ce que parlait tout à l'heure Karim des GHT, c'est-à-dire que le laboratoire, il va être à l'hôpital Cochin, et donc vous avez un coursier qui va en scooter plusieurs fois par jour faire des allers-retours pour amener les prises de sang à Cochin. Et là, donc, où avant, vous aviez sur place votre résultat de laboratoire de prise de sang en 2 heures, maintenant, il vous en faut 5. Et ça va être ça pour plusieurs, comme le disait Karim, c'est pareil quand il s'agit de transférer un patient. Donc ça va de pair avec la déstructuration des équipes, du collectif. Donc c'est vraiment une politique très agressive qui va viser en même temps la façon de travailler, les équipes qui y travaillent, les termes que vous employez, et qui vont faire intégrer à l'individu que lui-même devient une espèce de robot de production de soins à la chaîne. Et c'est aussi fondamentalement là qu'il faut qu'on se batte, à mon sens, dans nos mots d'ordre pour gagner cette bataille idéologique. Voilà. Et je laisse du coup Arnaud répondre plus précisément sur l'impact du privé dans tout ça. Merci, oui, c'est clair. Cadeau. Merci, c'est hyper intéressant vos questions. Ça fait je vais essayer de pas durer trop longtemps, mais du coup je pourrais pas tout dire. Peut-être commencer par, je suis désolé. Du coup peut-être commencer par les maladies chroniques, parce que je pense que c'est un vrai enjeu. Alors je pense pas que les maladies chroniques soient fabriquées par des gens qui veulent en tirer profit. En revanche, c'est sûr que ça questionne énormément notre système de santé, parce que on ne peut plus faire comme si, la logique du soin n'est plus juste casser, guéri. Des fois on ne guérit juste pas, et parce qu'on ne sait pas guérir, et donc ça veut dire qu'il faut accompagner. Et c'est pas les mêmes personnes et c'est pas les mêmes actes que l'on fait quand on accompagne et quand on soigne. Et on accompagne, et c'est pas dans les mêmes lieux, c'est pas les mêmes personnels, c'est pas les mêmes formations, etc., etc. Et ça interroge fortement notre mécanique globale de notre système de soins. Sabrina parlait à l'instant du financement. En effet, il s'agit de trouver un financement qui ne relève pas juste du bon acte qui serait fait au bon moment pour la bonne guérison. Et donc de valoriser beaucoup plus généralement le fait de prendre soin d'une personne au sens premier du terme. Mais c'est plus que ça, et ça renvoie notamment au rôle des paramédicaux. Ça renvoie de manière générale, quelqu'un a parlé tout à l'heure des médecins libéraux, c'était vous, au rôle, alors pas que des médecins libéraux, mais de tout ce qu'on appelle des soins primaires, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'hôpital, tout ce qui n'est pas secondaire, ce qui va être le premier recours d'une personne qui a besoin qui est en difficulté. Et alors là, je crois qu'on a quelque chose de globalement assez compliqué. Il ne faut pas faire semblant que ça va être facile de régler le problème. On est dans une crise démographique très importante. On sait que pendant 10 ans, on va avoir un manque de médecins. Et ce n'est pas une augmentation aujourd'hui du numerus clausus qui va changer quoi que ce soit aux 10 prochaines années. Donc,
globalement, ça va être un souci. Et c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moyens d'y faire face, mais il ne faut pas se dire que ça va être facile dans les prochaines années. Et il y a notamment, ça renvoie de manière d'autant plus importante à l'urgence de démédicaliser la conception de la santé, de s'appuyer beaucoup plus sur les paramédicaux, l'ampleur des compétences des paramédicaux, des infirmiers, d'ailleurs des médecins, des professionnels médicaux autres que médecins d'ailleurs, les sages-femmes en sont, etc., de tous les paramédicaux, et j'entendais tout à l'heure ceux qui ne sont pas conventionnés par la Sécurité sociale. Les psychologues sont 50 000 paramédicaux qui ne sont pas conventionnés par la Sécurité sociale. C'est une question qui, clairement, il va falloir se poser en termes de santé mentale. Il y a sûrement des enjeux et des progrès possibles. Bref, il y a quelque chose à repenser pour, même dans l'organisation de la santé, parler un peu plus des problématiques réelles des gens et notamment de cette croissance énorme des maladies chroniques. Et je voudrais dire un autre mot, peut-être sur j'ai entendu plusieurs fois des critiques, je pense, très fondées sur les ARS, les GHT, les pôles, des tas de mots très barbares et d'organismes qui aujourd'hui servent une logique de, comme on dit dans le jargon, d'efficience, c'est-à-dire d'économie dans la santé et l'hôpital public en particulier. Ce sont des institutions qui, des fois, ont été mises en place pour verrouiller ou pour serrer les vis. Je ne suis pas sûr que ce soit en les supprimant qu'on desserre les vis. J'entends beaucoup aussi dans l'hôpital, mais dans la santé en général et dans les services publics encore plus généralement, des gens qui disent « arrêtez de nous réformer, laissez-nous bosser ». Et je pense que c'est très vrai. Et je pense qu'en réformant, en changeant encore une fois, en pensant qu'on va mettre le Lego rouge sur le Lego jaune plutôt que sur le bleu et que ça va tout changer, je pense qu'on fait une grosse erreur et qu'en termes purement d'efficacité des politiques publiques que l'on mène, on perd du temps et on épuise tout le monde à faire des choses qui ne sont pas leur métier. Et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses profondément à changer dans le système, mais je pense par exemple qu'une ARS peut être un outil extrêmement intelligent si on lui donne comme objectif autre chose que juste de ne forcer les hôpitaux à ne pas trop recruter de professionnels de santé. Mais ça vient mais encore faut-il faire la différence entre l'orientation politique et son exécution derrière, et puis différencier le marteau du bras qu'il tient, si on peut le dire. Voilà pour cet élément-là, je pense que c'est important. Il y a des choses compliquées à essayer de changer. Il y a des orientations très fermes à assumer. Et derrière, essayer de ne pas réimposer dans les réformes qui seront proposées. Là, je m'adresse notamment, j'interpelle notre député ici, sur le fait que quand on dit planification, et je pense que c'est très intéressant, quand j'entends la France Insoumise le dire, je pense qu'il y a des choses très intéressantes derrière, il faut essayer de ne pas répéter dans la planification la même verticalité que l'on dénonce par ailleurs, et du coup d'essayer de prendre en compte les acteurs, les agents, les citoyens au plus près du terrain. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail, y compris de réflexions intéressantes à produire sur ce sujet. Interpellation entendue. Non, alors moi je voulais juste 2 points sur l'externalisation, parce qu'on avait déposé des amendements, dont un, parce que ça m'avait tenu à cœur, d'expliquer, c'était à Buzyn, que d'externaliser, on se retrouvait dans des situations totalement ubuesques, où désormais, qui a été à l'hôpital dernièrement, qui a mangé dans une vraie assiette? Maintenant on mange dans des gamelles en plastique, parce que tout le monde adore ça, dans des couverts en plastique, dans des plateaux. Et ça, moi je le sais, parce que bon, alors là, avec le Covid, on nous dit que pour le Covid, c'est mieux. Je suis désolée, les lave-vaisselle, on sait mettre les produits désinfectants dedans. Les pauvres, ils ont les oreilles qui sifflent, ils ont des otites, on dira que c'est à cause du vent. Mais à chaque fois, je dis à Mathilde et Loïc d'aller dans les hôpitaux regarder les poubelles, quoi. Plutôt que de me saouler parce que j'ai pris un gobelet en plastique, qu'ils aillent plutôt regarder ce que les autres font. Mais
c'est quand même dramatique. Comment on fait pour manger et tout est externalisé. Et rien que ça, pour faire des économies d'un agent qui, du coup, n'attend plus la vaisselle pour laver les assiettes du service. Mais à quel moment les Français ont accepté ça? À quel moment on est devenu assez docile pour se dire « j'accepte de bouffer dans des gabelles en plastique ». Non, je veux manger dans des assiettes, je suis un être humain, quoi. Je suis sûre que vous refuseriez que votre animal domestique mange dans une gamelle en plastique, vous auriez peur qu'il se coupe la langue. Mais non, mais c'est vrai, mais nous, on est docile, on est à l'hôpital. Alors, en plus, vous savez pourquoi ils le font? Parce qu'on se dit, oh, les pauvres soignants, ils courent déjà partout, je ne vais pas les embêter. Non, mais c'est ça, parce qu'en plus, ils jouent sur la psychologie, là. Donc non, alors l'externalisation, je vous prie de croire qu'il y aura un gros travail de fait dessus. Et quand même, pendant la pandémie, parce que ça a été quelque chose de fantastique, l'un des premiers services qui a été externalisé avec les cuisines, le linge. Pandémie. Et là, du coup, c'était que du linge très sale, le linge infecté. Quand vous avez gardé qu'un tout petit service lingerie pour le linge infecté, mais que vous êtes en pandémie, et que là, les services hélices et tout ça, ils disent « Ah ben non, nous on prend pas, on sait pas faire ». Moi, franchement, j'ai vu la scène. Hein. J'avais un sourire, mais alors gigantesque, et je dis « Alors, on fait comment ?» on rembauche les gens qu'on a virés, on recrée la lingerie, on fait quelque chose. Bah oui, l'hôpital doit être totalement autonome. On n'a pas à dépendre de je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. De toute manière, l'hôpital, il est public et c'est pas pour rien. Et le poste le plus important, parce qu'on n'en parle jamais, c'est pas le médecin, c'est pas l'aide-soignante, c'est pas l'infirmière, c'est l'ASH. Et l'ASH, elle fait très bien son travail. Hors de question que ce soit des sociétés extérieures qui viennent faire le travail. C'est un vrai travail d'être ASH et ça s'est encore vu pendant la pandémie parce que les sociétés extérieures, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la crise Covid? Ils sont arrivés, ils ont dit nous, on ne sait pas faire. Donc, les gens étaient payés, venaient pas d'ailleurs. Ça, c'était drôlement pratique. Et nous, on n'avait plus nos ASH qui savaient désinfecter, qui savaient nous préparer les produits avec les bonnes doses et tout ça. Donc, voilà, il y a tout un travail à faire et ça va être très important. Et l'hôpital est public, donc personne du privé là-dedans. Et ça va être un grand chamboulement. Ça ne va pas se faire en un an, mais ça se fera quand même très rapidement. Et concernant les ARS, c'est un vrai sujet. Attention. Mais alors déjà que les ARS, moi j'ai mes moyens, alors depuis Hollande et les grandes régions, vous m'excuserez du peu, mais quand vous voyez les directeurs d'ARS, moi dans le Grand Est, la nana elle est à Strasbourg, elle gère aussi 3, non c'est pas... je reviens toujours à la pandémie, mais on est en plein dedans. Ben, c'est pas la même chose. Vous avez vu la première vague de la région Grand Est, la région Grand Est est touchée, alors... Notre directeur d'ARS s'est fait virer parce que vu que lui, il a annoncé les Copermo en même temps que la crise Covid, il s'est fait jeter, mais c'était une commande quand même. Mais on serait quand même bien parti pour revenir sur les DAS, au moins par département. Vous connaissez votre territoire, vous savez comment ça fonctionne sur votre territoire, vous connaissez vos élus, parce que c'est quand même bien de travailler avec vos élus. Puis si ça pouvait être des gens du territoire, qui travaillent sur le territoire, à qui on n'est pas obligé d'expliquer pourquoi on a plein de cancers de poumons chez moi. En même temps, chez moi, quand on n'était pas dans la mine, on était dans les aciéries. Forcément, il y a une probabilité qu'il y ait des maladies qu'on a plus dans certaines régions que d'autres. Enfin bref, il y a plein de choses, mais c'est du bon sens. Et qu'est-ce qu'on a de plus à la France insoumise? C'est du bon sens, donc ça va rouler. Mais c'est quand même pas quelque chose de très... Karim, il va vous expliquer peut-être mieux que moi. Merci du cadeau. On se fait tous des cadeaux. Là. Et pour terminer, c'est Sabrina qui donne la recette du clafoutis.
Juste pour revenir alors, effectivement sur les externalisations, il s'agit de savoir ce qu'on veut comme hôpital. Si on veut que ça soit simplement une succession de plateaux techniques dans une médecine hyper technicisée où il n'y a absolument plus rien autour, ça pose un vrai problème, notamment pour la question de la conception qu'on se fait de la santé. Et l'alimentation, comme la literie dans un hôpital, ça joue sur la santé des personnes. Le nombre de personnes pour prendre soin d'eux, ça joue sur la santé des personnes. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Et donc c'est une conception qu'on peut avoir de l'hôpital qui doit être assez différente de ce qui existe aujourd'hui. Et il faut voir aussi pourquoi on en est arrivé, pourquoi les directions des hôpitaux en sont arrivées à externaliser autant de services. C'est parce que le financement ne se fait plus. Le financement, notamment par les dotations de l'État qui ne se fait plus, et via l'introduction de la tarification à l'activité, on a tout un pan du secteur hospitalier pour lequel ça ne correspond plus à rien. Alors autant par exemple pour la réanimation ou pour l'imagerie, la tarification à l'activité, elle a à peu près du sens. Mais quand vous êtes en endocrinologie ou quand vous êtes dans des services comme ça où on prend soin des maladies chroniques, la tarification à l'activité n'a absolument plus aucun sens. Pour les personnes qui sont en fin de vie, tout ce qui est prise en charge palliative, la tarification à l'activité n'a plus aucun sens. Et donc aujourd'hui, il est urgent de revenir sur le tout T2A. Ça va être un des grands chantiers. On est encore dans des discussions au sein du livret santé et au sein de la France Insoumise pour savoir comment on va changer le truc. Mais a priori, on s'achemine plutôt sur un modèle qui sera hybride, qui sera mixte, où on part des besoins du terrain et des activités réelles. La personne qui travaille, les services qui travaillent sur la fin de vie, ça a du sens de leur faire un forfait journalier par patient. Les personnes qui vont travailler sur des maladies chroniques, ça va être des forfaits globaux sur le patient. Il va y avoir toutes ces dépenses-là en fait, de soins courants, enfin de dépenses courantes en fait, de l'hôpital qu'il va falloir repenser. À côté de ça, il va falloir aussi des dotations pour les hôpitaux pour qu'ils puissent investir quand ils ont besoin de créer de nouvelles activités ou de faire de nouvelles choses. Parce qu'en réalité, si on externalise aujourd'hui, c'est parce que les hôpitaux sont pris à la gorge. Donc on prend partout où on peut prendre. Donc on enlève la cantine, on enlève le machin, parce que sur les comptes, ça apparaît plus. Donc on peut montrer des comptes en équilibre, mais en réalité, à la fin, la dépense, elle y est quand même. Et souvent, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher pour un service qui n'est pas d'aussi bonne qualité, qui est même bien dégradé, et ça on l'a déjà dit, et qui à côté, des fois, n'est même pas fourni. Parce que quand vous avez des situations exceptionnelles comme le Covid, il y a des gens, des entreprises qui se disent « non, mes salariés ne sont pas formés pour ça. Voilà, c'est pas leur métier. Donc ils viennent pas. » Bien sûr. Donc voilà, toute cette externalisation-là, il va falloir revenir dessus, il va falloir revenir sur ces causes. Et ces causes, elles se trouvent à la fois dans le financement global de la santé et de l'hôpital, mais aussi dans les modes de financement qu'on applique à l'hôpital. Si on veut arriver à revenir sur un hôpital qui soit complet et où on prend en charge l'ensemble des personnes dans leur totalité et pas en leur fournissant des gamelles. Ça, c'était pour le côté hôpital. Après, il y avait une question sur la désertification médicale et la médecine libérale. Alors, je pense qu'il faut quand même revenir sur quelque chose. Ce qui explique qu'aujourd'hui, la France est devenue un désert médical. J'utilise cette formule parce que souvent, on dit c'est les territoires ruraux ou c'est les banlieues, les quartiers populaires, etc. En réalité, c'est pas vrai. Vous avez par exemple, nous à Marseille, vous avez effectivement les quartiers nord, les quartiers populaires qui sont des déserts médicaux, mais vous avez aussi les quartiers sud qui sont les quartiers bourgeois. Au point que l'ARS donne des aides à l'installation pour les médecins parce qu'il n'y en a plus assez. Et en réalité, ça pose une question, c'est pourquoi on en est arrivé là ? Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas la question de la liberté d'installation de la médecine libérale qui est en cause, c'est la question de la démographie médicale. Ça fait 40 ans qu'on ne forme pas assez de médecins et aujourd'hui on en paye le prix. On en paye le prix parce qu'on a eu pendant... Là, ça fait à peu près, je crois que ça fait 3-4 ans que ça se stabilise un petit peu, mais pendant 40 ans, on a eu plus de départs à la retraite que d'entrées, que d'arrivées de médecins formés. Et donc, on a un vrai problème avec ça.
Donc aujourd'hui, il s'agit effectivement d'avoir une solution qui va être à long terme, ça ne va pas régler le problème tout de suite, de la formation de médecins. Donc ça ne peut pas être que le numerus clausus qui est remplacé par un numerus apertus et en fait on ne donne pas plus de moyens aux universités, on ne crée pas des amphithéâtres, on ne crée pas les structures, on ne change pas les terrains de stage et donc à la fin on n'a pas plus de médecins. Donc ça il faut revenir dessus, il va falloir former beaucoup plus de médecins. Et à côté de ça, il y a au-delà de la question de la médecine libérale, il va falloir revenir sur le maillage du territoire mais en termes de permanence de soins. Avant on avait quand même un système de garde qui existait et qui était obligatoire et qui permettait d'avoir un médecin qui était selon les territoires. Alors des fois, il devait se déplacer, mais il y avait quand même un médecin référent qui était là et qu'on pouvait appeler. Aujourd'hui, c'est sur la base du volontariat, donc là, il y a un problème. Donc nous, ce qu'on avait comme idée et qu'on va proposer a priori avec la France Insoumise, c'est de faire une assise de la médecine générale et de la médecine d'urgence qui doit revenir sur cette question de la permanence des soins et comme un conclave, tant qu'ils n'ont pas trouvé une solution pour le territoire national, pour qu'on ait une solution avec des médecins qui soient disponibles et que l'ensemble de la population puisse y avoir accès jour et nuit, eh ben, ils ne sortiront pas de cette assise. Voilà. Voilà, donc c'est simple. Ils se mettent d'accord, on va pas forcer les choses, on va pas faire une solution technocratique, on part des acteurs, mais il va falloir qu'ils trouvent une solution tous ensemble. Ça, c'est une condition sine qua non pour répondre à court terme à cette problématique. Après, la médecine libérale, elle est historique en France. Et très clairement, c'est plus le modèle qui est privilégié par les jeunes médecins. Plus de la moitié des jeunes médecins font du salariat, en fait. Et donc, en fait, plus qu'une mesure de coercition qui serait très mal vécue, qui lèverait les boucliers de l'ensemble du corps médical et qui, à mon avis, ne réglerait pas la question de la désertification médicale. Ce qu'il faut proposer aujourd'hui, donc c'est, on l'a dit, la question de la permanence des soins et à côté, la création de structures qui vont fonctionner sur le salariat, des centres de santé pluridisciplinaires qui soient attractifs pour ces médecins et qui permettent aux médecins généralistes en ville et aux médecins hospitaliers de travailler dans la même structure. Que le médecin hospitalier sorte de son hôpital, ils le font déjà, ça se fait déjà. Pour pallier au manque de spécialistes, vous avez les jeunes médecins qui sont en fait assistants, etc., clinica dans les CHU, qui se déplacent et qui font des fois 200 km pour aller faire une journée dans l'hôpital de proximité. Donc nous, ce qu'on va leur proposer, c'est de ne pas faire 200 km, mais plutôt de faire peut-être 50 km pour aller dans le centre de santé, une journée par semaine, pour aller faire des consultations et qu'on ait un réseau comme ça qui se recrée autour d'un salariat, effectivement, mais sans venir taper sur la tête de tout le monde, alors que clairement, les médecins ne sont pas plus responsables que le reste du corps soignant de la situation sanitaire actuelle. Ils l'ont subi comme tout le monde. La réalité, c'est que ce sont des politiques qui ont été à l'origine de cette situation-là. Alors peut-être qu'effectivement, quand il y a des médecins qui ont milité pour le numerus clausus il y a 40 ans, c'était une connerie, mais les jeunes médecins n'ont pas à payer aujourd'hui les conneries de leurs anciens. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Et les médecins libéraux, on leur donnera, parce que nous, on créera vraiment des vrais postes d'assistantes médicales pour aider, et ce sera vraiment des postes pour les aides-soignantes fatiguées par leurs troubles musculo-squelettiques, parce que eux, ils l'ont promis, nous, on le fera. Par ailleurs, si je peux rebondir sur Karim et Arnaud, ça faisait sens tout à l'heure quand tu parlais des infirmières et d'un rôle. Et c'est vrai qu'en France, il y a un truc très... le médecin décide, l'infirmière fait, avec la condescendance et le paternalisme qui vont avec en général, de pair. Oui, c'est ça. Même entre médecins, entre l'EPH, l'assistant, le professeur, l'EPH et l'assistant. Mais en fait, on peut tout à fait... En ça, le Covid, il a été un exemple quand même formidable de quand vous donnez et que vous lâchez les rênes à ceux qui savent, ils proposent, ils ont des idées, ils font. Et de fait, si on disait aujourd'hui, on vous met tous, comme il dit, dans une pièce
et on fera sortir la fumée blanche. Mais en gros, aujourd'hui, il faut qu'on puisse résolver le souci des déserts médicaux et proposer à tous les Français partout, à moins de 30 minutes de chez eux, un accès aux soins, que ça soit via les compétences des infirmiers, des aides-soignants, des sages-femmes. Enfin, je veux dire, une infirmière, elle sait faire un électrocardiogramme, elle peut l'envoyer à son SMUR ou à son équipe d'urgentistes à côté. Enfin, les compétences des infirmières en France, elles sont parmi les moins reconnues d'Europe partout. Donc, je veux dire, sur le territoire, clairement, on a les moyens de le faire. On se les est juste pas donnés. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, c'est un faux débat de dire c'est parce que les médecins veulent pas, ou il faut les obliger, ou il faut si. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, et effectivement, après, il y a des gens à la fin de mauvaise volonté, mais parce qu'on a créé cette société complètement individualiste où à un moment, on vous broie pendant 10 ans, vous passez 5 ans d'études à trimer avec 200 balles par mois, 20 euros par garde. Après, vous avez le SMIC pour faire 70 heures par semaine à l'hosto. Donc quand vous sortez de là, que vous êtes rincé à 32 ans, c'est clair qu'il n'est pas question d'aller vous mettre à Charenton-sur-Creuse et de faire lundi matin, samedi 21h, pour ne jamais pouvoir être malade et avoir un chantage et qu'on vous dise ah bah tu fais pas ce que tu veux, puisque de toute façon ça changerait même pas le souci si on obligeait, parce que comme disait Karim, et même moi je suis aux urgences médicales de Paris et je suis que affiliée aux zones de désert médical, que sont 18, 19e et 20e arrondissement et 13e. Donc on est en plein Paris et c'est du désert médical. Donc vraiment, c'est cette conception du soin qui soit plus médecin-centré et que oui, redonner, comme c'est le cas ici, le pouvoir au peuple, et ben là, redonner le pouvoir aux citoyens, aux usagers, aux soignants d'un territoire de savoir comment eux, ils veulent régler le problème de désert médical. Et par là, je pense que l'intelligence collective nous permettra de manière peut-être pas idéale, mais en tout cas d'ici à ce qu'on ait de nouveaux soignants, qu'on ait reformé les universités, tout ça, bah, qu'on puisse répondre à ces défis-là. Et moi, je trouve très intéressant les propositions que vous faites, que j'ai lues à ces sujets-là, à la France Insoumise en tout cas. Merci beaucoup. Je pense qu'on va devoir conclure parce que c'est à peu près l'heure à laquelle on devait s'arrêter. Peut-être une dernière question, madame ? Une dernière intervention, mais juste celle-là et après on va arrêter. Il y avait un monsieur. Pardon. Allez, les deux dernières et après on y va. Bonjour à toutes et tous. Merci pour ce débat. Moi, je risque peut-être de jeter un pavé dans la mare, mais vous êtes dans la Drôme ici. La Drôme, c'est un pays qui est un désert rural dans beaucoup de parties. Mis à part Valence et quelques autres, donc on voit disparaître les hôpitaux de proximité les uns après les autres, tout se concentre. Par contre, nous avons une floraison de médecins ou de thérapeutes parallèles, et beaucoup de gens utilisent ces pratiques. Et donc, je voudrais savoir si vous pensez que dans le cadre de la France Insoumise, on pourrait avoir une réflexion là-dessus, parce que déjà, c'est vrai que ça désengorge énormément les urgences et les hôpitaux publics de se servir d'huile essentielle ou d'acupuncture et autres. Et de quelle manière ça pourrait être intégré à notre projet de réforme de la santé. Voilà. Bonjour à tous. Moi, j'étais juste parce que je suis assistant social hospitalier depuis 9 ans et c'est toujours un métier qui est oublié dans le rôle pluridisciplinaire. Merci. Non, on est rarement cité parce que c'est vrai qu'on peut avoir un rôle à s'opposer à la gestion technocratique et financière avec les DMS. Par exemple, quand on constate que quelqu'un, après une fracture, a 2 mois sans appui et que maintenant, elle peut rentrer dans aucune convalescence parce que la durée de moyenne est de 3 semaines. Et qu'en fait, ils sont obligés de changer les gens de convalescence en convalescence pour que ça corresponde. Pour des gens désorientés, par exemple, ou qui se retrouvent à 40 km de leur famille, ça peut poser des problèmes. Et donc, nous, on est là pour remettre de l'humain aussi au centre et on n'est pas subordonné au monde médical. On n'a pas cette hiérarchie, donc on a une liberté de... Alors après, on pratique chacun différemment, mais voilà. C'était juste pour préciser une chose. Voilà, merci. Alors, du coup, sur la question des médecines parallèles, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que vous avez parlé d'acupuncture. Il
pour moi, c'est de la médecine conventionnelle, l'acupuncture, même si c'est peu développé. C'est des choses sur lesquelles on a des données scientifiques, on sait que ça fonctionne, on sait comment ça fonctionne. Il y en a même dans les hôpitaux. Moi, quand j'étais formé à Nîmes, on avait un service d'acupuncture. Donc c'est des choses qui existent, qui doivent être, à mon avis, effectivement développées, qu'il faut soutenir et qu'il faut prendre en compte dans une politique sanitaire. Après, il y a d'autres choses qui ne vont pas avoir... sur lequel il n'y a pas de démonstration scientifique d'efficacité, et nous on reste sur là-dessus. Donc par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne va pas développer des formes de... Enfin, on ne va pas pousser à ce qu'il y ait des formes de médecine qui soient mises en place avec des financements publics s'il n'y a pas de démonstration scientifique de leur efficacité. Par contre, on peut très bien financer des projets de recherche pour montrer que ces médecines-là, dites parallèles, sont efficaces. Et si elles le sont, pourquoi pas l'intégrer dans une mesure, dans un plan sanitaire. Mais nous, on reste quand même attachés à ce qui peut être mesurable, puisqu'on fait de la politique de santé et de santé publique et de la politique en général dans un pays, sur des choses qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer, qu'on arrive à contrôler de cette manière-là. Je ne sais pas si du coup ça répond un peu à votre question. Les assistants sociaux hospitaliers sont très importants, mais toutes les professions hospitalières sont importantes. Alors, mais les assistants sociaux, je sais que je les avais cités parce que je sais pas où il est, je le vois plus. Voilà. Mais parce que j'en avais besoin pour mes sorties en EHPAD et j'en ai plus il y a des hôpitaux où j'en ai plus et du coup mes gens peuvent pas aller. Enfin mes gens à chaque fois, non, ils sont pas à moi, ils m'appartiennent pas d'ailleurs. Et du coup, je ne peux pas avoir de sortie en EHPAD parce qu'on n'a plus d'assistants sociaux hospitaliers. J'avais fait un amendement. Donc voilà. Du coup, je sais que j'en ai parlé une fois. Mais une fois quand même. Ah bah, c'est juste pour mes EHPAD. Enfin, mais puis c'est pas mes EHPAD non plus d'ailleurs, faut arrêter. Bon, je vois qu'on arrive au bout du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir les poser après, mais voilà, là on doit rendre le micro. Merci beaucoup.